Je ne remets pas du tout en cause la liberté ni d'expression ni de pensée des éditorialistes que vous avez cités. Par contre, quand on est sur des formes d'expression qui sont des formes d'expression systématiques, de mépris, vous êtes uniquement sur de l'attaque gratuite. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, l'interview contradictoire. Nous sommes aujourd'hui avec Agathe Cagé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Crayon. Avec plaisir. Agathe Cagé, vous êtes haut fonctionnaire. Vous publiez un essai, Respect, aux éditions Équateur, que je résumerai peut-être en une phrase, qui est à la fin du livre. Le respect, c'est nécessaire pour que nous vivions ensemble et non pas côte à côte. Agathe Cagé, il n'y a plus de respect ? C'est plutôt qu'on est, aujourd'hui on dit le confinement physique depuis 1 an et demi et maintenant avec la crise sanitaire, mais moi je pars du constat qu'on est aussi un peu confiné dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on a tendance à regarder uniquement les gens qui sont autour de nous, uniquement les gens qui nous ressemblent, et soit à faire preuve d'indifférence, soit à faire preuve de manque de considération pour les gens qui sont soit un tout petit peu différents de nous, soit un peu éloignés de nos cadres de vie et de pensée personnelle. Et donc je dis, essayons de nous déconfiner aussi dans nos têtes, essayons de dépasser le manque de considération, essayons de dépasser l'indifférence, essayons de regarder qui sont les autres, quelles sont leurs convictions, ce qu'ils apportent à la société, et là on arrivera à mieux vivre ensemble. Justement, cette indifférence, ce sont ces yeux qui ne voient pas. Vous parlez des yeux internes qui bloquent un petit peu la vue, c'est-à-dire en fait les prismes qu'on a avec le cerveau qui nous empêchent de voir notamment les personnes sans domicile fixe par exemple. Est-ce que vous pensez que la métropolisation, le fait qu'on habite dans des villes où il y a toujours de plus en plus de monde, ça empêche d'être proche de justement son prochain parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on n'est pas sûr de le recroiser le lendemain, alors que dans un village, si quelqu'un décède, tout le monde l'apprend et probablement que tout le monde le connaissait. Disons que la métropolisation, c'est plutôt une forme d'excuse. Vous parlez des sans domicile fixe. En effet, il y a 70 000 femmes, par exemple, qui vivent sans abri en France aujourd'hui. C'est l'équivalent du Stade de France. Donc on se dit… oui, elles sont réparties sur tout le territoire. Elles sont réparties sur tout le territoire, mais il y a quand même une image assez forte. Si vous les mettez toutes dans le Stade de France, et si, comme à la fin d'un match, vous voyez le Stade de France se vider, vous vous rendez compte du nombre de personnes, d'individualités, de personnes qui ont une humanité, une vie, des problèmes et des problèmes qu'on pourrait prendre aussi en compte. Et on fait un peu, pas exprès de ne pas les voir, pas semblant de ne pas les voir, mais par l'excuse de la métropolisation, c'est aussi une facilité de ne pas les voir. Et puis il faut, je pense, se méfier un peu de la différence entre les grandes villes et les villages, parce que si vous lisez la presse quotidienne régionale, vous avez aussi beaucoup de drames de personnes dans des villages qui meurent seules et qu'on retrouve 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après du fait du cri de leur chien, parce qu'elles sont décédées et que personne ne l'a vu. Cette forme d'indifférence, bien sûr, qu'elle est un peu plus forte dans les villes où le lien de solidarité qui peut être plus prégnant quand on est sur des petites communautés, dans les villes il est encore plus délité. Mais ce lien de solidarité, c'est un peu délité partout sur le territoire. À qui est-ce qu'il s'adresse ce livre ? Parce que j'avoue que quand je le lis, je me demande quand même si les personnes sans domicile fixe ou des personnes âgées qui sont éloignées du numérique ou des personnes qui sont précaires, des classes très populaires, puisque c'est aussi l'un des points que vous soulevez. Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont en état de lire ce livre, ou en tout cas, est-ce que vous leur adressez vraiment ? J'ai la sensation que quand vous faites des allusions parfois à une petite phrase d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour, il faut avoir une certaine culture politique pour la comprendre. Je pense que ce livre vraiment s'adresse à tout le monde, d'abord parce que c'est un appel à la responsabilité individuelle. Ce livre, quand je l'écris et quand je dis faites attention à ne pas vous laisser prendre dans la facilité de l'indifférence, dans la facilité du manque de considération, c'est aussi une claque que j'ai envie de me mettre à moi-même, parfois quand je sors dans la rue, quand je considère ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait de ma journée. Mais parce que vous faites partie de cette élite, vous avez fait l'ENA, l'ENS… Après, Éric Zemmour, c'est CNews qui est en train de devenir la première chaîne d'information continue. Donc c'est regardé par énormément de monde. L'accès à ce livre, j'espère, sera un accès le plus large et le plus grand possible, parce que finalement, la problématique du manque de respect aujourd'hui, c'est une problématique dont tout le monde est victime, et tout le monde est victime des gilets jaunes dont je parle, aux personnes âgées, aux sans domicile fixe, mais également les gens qui vivent dans les conditions, disons, socio-économiques les plus favorisées. Et quand on parle de l'égalité entre les femmes et les hommes,
qui est un sujet majeur. Déjà, ça concerne 50% de la population, 50% des femmes, et puis ça concerne aussi 50 autres % de la population, parce que les hommes sont concernés au premier chef. Et puis ça transcende effectivement du coup les classes sociales. C'est quoi pour vous une classe moyenne, et c'est quoi pour vous les riches? Ah, ça c'est une question, petite phrase. C'est une question difficile? Non, enfin, la richesse, elle peut se définir par des éléments statistiques. Enfin, une fois que vous avez passé le revenu médian, vous pouvez considérer que la moitié de la population qui est au-dessus du revenu médian aujourd'hui en France, elle fait partie soit de la classe moyenne, soit des riches. Après, vous pouvez définir les très 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 riches, c'est 0,5% de la population qui vont cumuler 10, 20, 30, 40% du patrimoine d'un pays selon les pays. Vous pouvez définir les très riches sur les 5%, les 10% les plus riches de la population. Enfin, statistiquement, ça se définit. Après, la question de la classe moyenne en France, elle est beaucoup plus difficile, parce que comment vous définissez une classe moyenne? Est-ce que ce sont des personnes… Je te demande, parce que du coup, vous en parlez aussi dans le livre de… Est-ce que la classe moyenne, ce sont des personnes qui ont l'ensemble des opportunités qui leur sont ouvertes? Et avoir l'ensemble des opportunités qui leur sont ouvertes, c'est la possibilité d'accéder à un emploi, de permettre à ses enfants de faire les études qu'ils souhaitent, d'avoir un accès à la mobilité, d'avoir aussi un accès finalement facilité par son utilisation du numérique, par aussi les services publics qui nous entourent, à tous les services publics essentiels. Et là, c'est finalement assez difficile à définir en termes socio-économiques, parce que vous pouvez, en fonction de votre revenu, avoir l'impression de faire partie de la classe moyenne, mais parce que vous êtes dans une zone urbaine éloignée des grands centres métropolitains, tout d'un coup vous rendre compte que vous êtes bloqué en termes de mobilité parce que les transports autres que routiers sont mal assurés, que votre enfant en termes d'opportunités finalement a un champ de vision qui est relativement fermé parce qu'il a l'impression que de nombreuses portes ne lui sont pas ouvertes, ou soit il n'a pas la connaissance de ce que les enfants des métropoles ont comme connaissance de l'ensemble des opportunités qui leur sont ouvertes. Donc c'est assez difficile. Ce qu'il faut éviter, à mon sens, c'est une forme d'assignation des personnes en leur disant vous n'avez pas de raison de considérer que votre situation aujourd'hui est délicate et précaire, parce que regardez, là on peut vous classer selon les logiques de l'INSEE, vous faites partie de la classe moyenne. C'est là où il faut faire attention, parce que les difficultés de vie des uns ou des autres sont liées à des situations extrêmement complexes. Ouais, on en a parlé de ces thématiques d'isolement des territoires, notamment avec Nicolas Hazard, qu'on a reçu en interview ici pour aussi un autre livre. Moi, si je vous pose cette question, c'est pas pour la petite phrase, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Mais en France, chacun a sa définition de ce qu'est un riche. Il y a une très bonne vidéo d'Osons Causer à ce sujet sur YouTube. C'est quoi un riche? Est-ce que c'est ton médecin? Est-ce que c'est un trader? Est-ce que c'est une star genre Hanouna? Est-ce que c'est le patron de boîte? Ou est-ce que c'est le milliardaire comme Bernard Arnault? Première chose à noter, c'est que le seuil pour être dans les 10% de Français qui gagnent le plus, il est à 5 000 € par mois et par personne. Ça veut dire que plus de 5 millions de Français gagnent plus que 5 000 € par mois. Voilà, bon, c'était un petit peu… finalement, je vois que vous donnez pas forcément une réponse claire et précise sur ce que c'est pour vous. Bon. Non, mais à partir d'un certain niveau de revenu, bien sûr que de toute façon, de manière relative et de manière absolue, vous êtes à un certain niveau de richesse. Mais entre la définition de qui sont les personnes riches et qui sont les classes moyennes, vous avez déjà un gap qui est extrêmement fort. Justement, pour parler un peu des classes populaires, puisque ça fait l'objet d'un chapitre de votre livre que j'ai trouvé très intéressant. Vous dites qu'il ne faut pas niveler les cultures, mais qu'il faut accorder du respect et surtout ne pas mépriser des cultures populaires, que ce soit de la chansonnette versus l'opéra, que ce soit peut-être des écrits plus populaires, des romans de gare versus Molière. J'ai quand même envie de vous demander, la télé-réalité, il faut l'inciter au même niveau que la lecture? La télé-réalité, c'est vraiment intéressant aujourd'hui puisqu'on fête les 20 ans de Love Story et des premières émissions de télé-réalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on regarde ces premières émissions de télé-réalité comme l'émergence d'un phénomène culturel extrêmement important, comme finalement aussi une forme de prémisse de ce
qu'ont pu montrer derrière les réseaux sociaux, de ce qu'ont pu être derrière les chaînes YouTube. Donc on voit bien que ces émissions qui au départ étaient extrêmement déconsidérées, si on lit les articles de presse de l'époque, aujourd'hui font l'objet de thèses, font l'objet d'analyses extrêmement poussées, font l'objet de réflexions, y compris dans les émissions culturelles les plus en pointe de ce que propose la télévision ou les médias français. Moi ce que je dis, c'est qu'en France on a eu vraiment un grand retard par rapport à la considération qu'on n'accordait pas à toutes les formes de culture, et ça peut être modern jazz versus ballet, ça peut être chanson versus opéra, ça peut être téléfilm du samedi soir versus film qu'on passe dans les cinémas. Mais est-ce qu'il faut encourager cette culture-là, cette télé-réalité? Plutôt, il faut encourager quelqu'un, enfin, à dire bon, bah, c'est aussi bien de lire du coup un roman de gare autant que Molière ou que Stendhal. Ce que je dis, c'est en réalité, il y a des gens qui lisent des romans de gare et Stendhal, il y a des gens qui lisent que Molière, il y a des gens qui lisent que Stendhal, il y a des gens qui lisent que des romans de gare. Ce que je dis, c'est que faire preuve de mépris par rapport à des romans de gare en disant c'est de la sous-littérature, c'est déconsidérer une culture qui pourtant est une véritable culture. Et les anglo-saxons ont eu cette capacité-là, bien avant nous, la capacité de regarder l'ensemble, par exemple, des œuvres d'art plastique, du tag juste à Picasso, en disant on peut avoir une considération, on peut les analyser, on peut considérer que c'est quelque chose d'intéressant. Sauf qu'en France, on a une tendance à dire il y a de la sous-culture qui ne vaut pas la peine et il y a une culture qui vaut la peine. Et quand vous dites, pas vous, hein, mais quand on dit le roman de gare, c'est pas de la littérature et ça vaut pas la peine et vraiment c'est quelque chose qui doit être déconsidéré, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on déconsidère aussi le lecteur du roman de gare. Mais pour l'éducation, qu'est-ce qu'on donne aux enfants du coup, à l'école? Ah, mais à l'école, il y a des programmes, il y a l'accès à des œuvres littéraires qui sont définies dans les programmes. Cet accès-là, c'est vraiment élargi. Vous avez de la littérature qui peut être extrêmement diverse. Et aujourd'hui, en France, en collège, bien sûr qu'on étudie Molière, on étudie aussi Harry Potter qui est considéré comme de la grande littérature. Et si on fait des études cinématographiques, bien sûr qu'il faut regarder les grands réalisateurs et regarder les Truffaut, mais si on fait des études cinématographiques aujourd'hui, je pense aussi qu'il faut regarder les grandes séries télé parce que c'est en train de renouveler totalement le genre. Moi, je ne mets pas du tout, je dis bien sûr qu'on peut émettre des jugements artistiques, on peut émettre des jugements culturels. Ce que je dis juste, c'est que toutes les cultures ont le droit au respect à une forme de considération. Et cette considération-là, elle est d'autant plus essentielle que quand vous déconsidérez une série, un téléfilm, une œuvre d'art, quand vous déconsidérez la personne que cette série, ce livre, ce film intéresse et que c'est uniquement finalement faire blesser quelqu'un socialement, gratuitement, que ça ne vaut pas la peine. Oui, c'est un mépris en fait qui ruisselle, qui découle, qui coule en fait sur toute la société du haut vers le bas, quoi. C'est ce que vous dites un petit peu. C'est un peu ce que je dis et ça fait du mal à Et ça fait les gilets jaunes d'une certaine manière. Et derrière, de la même manière que vous pouvez avoir du mépris qui s'exprime par rapport à du téléfilm, vous avez aussi un mépris qui va s'exprimer de la part de ceux qui aiment ce téléfilm par rapport à ceux qui n'aiment que l'opéra. Et donc vous avez des mépris réciproques qui s'installent alors même que toutes les cultures valent de la considération. Ce qui ne veut pas dire que dans les programmes scolaires, toutes les œuvres se vaudraient et qu'il ne faut pas apprendre et faire découvrir un certain nombre de choses aux enfants. Justement, parce que vous parlez aussi dans votre livre de la langue en politique. Vous dites que typiquement Pompidou, qui a été président dans les années 60, était ancien prof de français, a écrit une anthologie de la poésie française et quelqu'un qui est donc très lettré, versus grosso modo Sarkozy et le casse-toi pauvre con. Est-ce que vous faites pas vous-même une déconsidération de la langue qu'utiliseraient justement des classes populaires en disant casse-toi pauvre con plutôt que d'écrire une anthologie de la poésie française? Non, là, je suis vraiment en désaccord parce qu'en réalité, pour moi, les citoyens attendent ont une exigence relativement forte par rapport à la parole publique et à la parole qu'ils reçoivent. Et tous les citoyens étaient totalement capables et seraient aujourd'hui totalement capables d'entendre, d'écouter, d'apprécier des discours politiques du niveau de ceux que prononçait un Georges Pompidou. Mais est-ce qu'ils les écoutent encore? Ils les écouteraient. Le problème, c'est que si on fait le choix parce qu'on croit que c'est plus facile pour attirer les électeurs de dire « casse-toi pauvre con » plutôt que de faire appel à leur intelligence, si tous les hommes politiques font ce choix-là,
les citoyens ne peuvent plus les écouter parce qu'ils n'ont plus ce niveau de discours. Mais on a encore assez récemment, il y a quelques années, vous aviez dans les meetings certaines personnalités politiques qui citaient du Victor Hugo. Parce qu'il y a une exigence aussi des citoyens par rapport à la qualité de la parole publique et par rapport à la qualité de la parole politique. Et peut-être que si les citoyens aujourd'hui se détournent des urnes, peut-être qu'ils s'ils ne vont plus voter, y compris aux élections municipales, y compris aux élections présidentielles en 2017, le taux d'abstention au second tour de l'élection présidentielle c'était 25%, alors que depuis des années on nous disait les élections présidentielles seront toujours préservées de l'explosion de l'abstention. Si les citoyens ne vont plus voter, c'est peut-être aussi qu'ils considèrent qu'il y a un fort manque de considération des responsables politiques par rapport à eux, que les responsables politiques finalement ont une parole politique qui s'est abaissée en qualité, que les promesses ne sont pas tenues et que les responsables politiques ne se comportent plus en responsables politiques. Vous parlez aussi des éditorialismes justement, enfin éditorialistes plutôt, et des polémistes. Éric Zemmour, Arnaud Stéphane, Yvan Rioufol, Alain Finkielkraut, etc. Et vous écrivez une phrase qui m'a un peu choqué, c'est juste une pensée liquide comme de la merde. Est-ce que Éric Zemmour, qui est écouté aujourd'hui, comme vous l'avez dit justement auparavant, par de larges pans de la population, et notamment des classes populaires, qui partagent typiquement l'avis, les sondages le montrent, des tribunes qui sont publiées dans les valeurs actuelles que vous auriez pu conspuer à égale valeur avec Éric Zemmour, est-ce que ce n'est pas justement aussi ce mépris des idées politiques d'une large partie de la France ? Éric Zemmour, il me gêne quand il insulte les personnes. Quand il insulte les personnes en fonction de leur prénom en disant « votre mère a eu tort de vous donner tel prénom parce que c'est des prénoms qui, moi, ne me conviennent pas ». Quand il insulte des personnes… Un prénom africain versus un prénom qui serait français, c'est ça Parce que Éric Zemmour considère qu'il y a des prénoms que lui peut étiqueter comme français et que d'autres prénoms qui lui conviennent pas. Quand Éric Zemmour est condamné pour incitation à la haine raciale, oui, je pense que c'est de la pensée liquide comme de la merde, et c'est une pensée qui est condamnée devant la justice parce que c'est une pensée qui insulte et c'est une pensée qui fait mal. Quand Alain Finkielkraut dit à une heure de grande écoute qu'il faut s'interroger sur le consentement possible d'une personne qui a été victime d'inceste, oui, je trouve que c'est de la pensée liquide comme de la merde. Alors, bien sûr que derrière cette phrase qui est un peu forte, qui est un peu choc, je remets pas en cause toutes les paroles qui peuvent être dites par les éditorialistes quand ils s'expriment, par certains éditorialistes, quand ils expriment une certaine pensée politique que je ne partage pas forcément. Mais je dis quand on a une parole de haine, quand on a une parole de haine, quand on a une parole d'insulte, quand on a une parole qui cherche à faire mal, alors je trouve que c'est une parole qui est là pour déchirer la société, qui est là pour blesser, et qui est une parole qui est extrêmement dangereuse. Et oui, Éric Zemmour, parfois, a une parole qui blesse, qui fait mal, et qui n'est là que pour déchirer la société, comme Alain Finkielkraut, parfois, a ce type de paroles-là. Et pour ces paroles-là, oui, je le redis, c'est de la pensée, pour moi, c'est de la pensée liquide comme de la merde. Et ce constat, on le partage, le constat du problème du déchirement de la société, et c'est ce contre quoi on essaie de lutter au crayon en réunissant des gens différents autour de la table pour cultiver une pluralité d'opinions, une ouverture, confronter des idées même si on n'est pas d'accord. Mais bon, moi je gage qu'il y a peut-être quand même des Français qui estiment comme Éric Zemmour qu'un prénom devrait être plutôt Yves Montand que Yvio, comme il le dit parfois, parce qu'il y a quelqu'un d'immigré. Et si ces Français pensent ça, bah, est-ce que du coup c'est pas un problème grosso modo d'estimer que c'est de la merde? Bon. Je ne remets pas du tout en cause la liberté ni d'expression ni de pensée des éditorialistes que vous avez cités, modulo le fait que quand ils sont condamnés pour leurs propos, c'est que ce sont des propos qui sont condamnables. Et heureusement qu'aujourd'hui, médiatiquement, vous avez toutes les opinions politiques qui peuvent s'exprimer, parce que c'est quand même la base et le fondement de la démocratie, et c'est la base et le fondement de la démocratie que l'ensemble des citoyens puissent retrouver dans les médias des formes d'expression politique qui correspondent à leurs convictions propres. Par contre, quand on est sur des formes d'expression qui sont des formes d'expression systématiques de mépris, de haine, de blessure, voilà, vous êtes uniquement sur de l'attaque gratuite, et ça fait mal aux personnes qui regardent. Quand vous avez votre prénom qui est remis en cause tous les soirs de manière systématique à la télévision, quand vous écoutez ou quand vous entendez parler de ces émissions-là,
ça vous fait mal et ça vous blesse. Quand Éric Zemmour explique que quand une femme prend un poste de pouvoir, alors le pouvoir se dissipe et s'évapore parce que les femmes sont incapables de diriger, oui, je pense que ça fait mal et que ça blesse les femmes. Et la liberté d'expression a cette limite des propos pénalement condamnables. Et ensuite, moi, je regrette que la haine et le mépris ait libre cours. Et la deuxième chose qui me semble problématique, c'est que les Éric Zemmour, la Finkielkraut ont souvent dit mais regardez, on ne peut pas s'exprimer parce que vous avez le politiquement correct qui nous empêche de nous exprimer. La réalité de ce qui se passe aujourd'hui, de leur lieu d'expression et de leur audience, c'est que ce sont eux et leurs paroles de haine et leurs paroles d'injure qui sont quasiment devenus le politiquement correct. Mais alors ça, c'est un point très intéressant. Parce que je me suis souvenu en lisant ce livre justement d'une émission qui avait eu lieu sur On n'est pas couché en 2017 où Alain Finkielkraut était invité et où il a eu un échange, un clash avec Camille Chamou, je crois, qui est une comédienne. Et les deux ne se comprenaient pas sur la pensée dominante. On avait d'un côté Camille Chamou qui exprimait grosso modo un désarroi face à la France qui, face au féminisme, ne comprenait pas encore les cas de féminicide, qui s'exprimait sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail, etc. Et qui disait mais ces idées ne sont pas répandues dans la société, il faut les combattre pour celles-ci. Ce en quoi elle a raison quand elle parle en fait de la majeure partie de la population, vers lesquelles les idées ne sont pas encore diffusées. Et on avait de l'autre côté Alain Finkielkraut qui disait mais en fait les idées sont déjà dominantes parce que lui parle de son milieu, du cercle intellectuel dans lequel il faut le dire, aujourd'hui, c'est compliqué de. Enfin, on serait probablement ostracisé. Du coup, si on avait une pensée comme Alain Finkielkraut, comme lui, Alain Finkielkraut n'est absolument pas ostracisé. Alain Finkielkraut. Mais dans le milieu intellectuel. Et donc, en fait, ils se comprennent pas. Est-ce qu'ils parlent pas peut-être de la même chose? Ils parlent pas du même monde, c'est-à-dire le monde des élites, dans lequel il y a pas un politiquement correct, mais disons des idées qui sont communément admises sur la place de l'égalité des hommes et des femmes, versus en fait la plupart de la population vers laquelle ces idées sont pas encore transmises. Est-ce que c'est ça le problème aussi? Je pense pas, parce que je pense que dans tous les milieux et dans l'ensemble de la société, vous avez ces débats-là. Vous avez le débat sur qu'est-ce que doit être le féminisme. Est-ce qu'un féminisme radical, et comment on définit un féminisme radical? Un féminisme radical, ça peut être radical sur le fond, mais vous pouvez avoir quelque chose qui est totalement non violent, etc. Vous pouvez assumer. C'est le cas des RADFEM, par exemple. On a invité Anicia pour parler de féminisme radical, qui est un mouvement effectivement un peu particulier au sein du féminisme, mais donc sur la radicalité. Vous pouvez assumer une forme de radicalité. Les colos ont une forme de radicalité dans leur message et c'est un féminisme totalement pacifique, c'est un féminisme d'expression dans l'espace public. Sur est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Vous avez des différences très fortes de pensée qui s'expriment dans tous les milieux et dans le milieu intellectuel. En tout cas, dans la sphère médiatique, vous avez certaines personnes qui considèrent, alors même qu'en matière de parité salariale, on estime qu'il faudra encore 200 ans pour avancer. Vous avez des personnes qui expliquent qu'on est déjà à l'égalité. Donc je pense que les débats se font. D'inégalité salariale, on met en rapport des choses qui sont pas forcément, qui devraient pas forcément être mises en rapport. C'est-à-dire que c'est un calcul où on met en équivalent temps plein des temps partiels, etc. Quand vous êtes sur les analyses aujourd'hui du Forum économique mondial, c'est vraiment des analyses qui regardent à niveau de poste égal les rémunérations des femmes et les rémunérations des hommes. Avec en plus, oui, les difficultés des femmes, notamment accentuées par la crise, sur l'accès au temps plein, sur l'accès à des emplois non précaires, sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vraiment, je suis assez convaincue que ces débats-là de fond, c'est des débats qu'on retrouve véritablement dans toute la société. Et vous avez vraiment des sujets sur lesquels c'est intéressant qu'il y ait aussi débat, parce que pour progresser sur le fond des idées, il faut que l'ensemble des points de vue puissent s'exprimer pour qu'il y ait une forme de progression et de diffusion des idées des uns et des autres, en respectant bien sûr aussi un certain nombre de faits. Ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de problème de féminicide aujourd'hui ont un problème de regard sur la réalité. Et quand vous avez encore, il y a 2 ans, plus de 150 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, et qu'on voit malheureusement cette année encore se multiplier ce type de drame. On est déjà à une quarantaine, je crois, cette année. Bon, si du coup, dans à peu près au mois de mai,
on serait quand même un peu réduit par rapport aux 150 d'il y a 2 ans. Mais disons Oui, que... mais on est sur des sujets tels que le seul objectif à atteindre, c'est 0. Et c'est possible ça? D'atteindre zéro crime violent dans une société C'est l'objectif qu'il faut viser, et quand on a des politiques qui sont mises en place pour protéger les victimes et pour protéger les femmes victimes de violences, notamment des politiques à l'image de ce qui a été mis en place en Espagne, on voit qu'on peut sauver massivement des vies. La radicalité, vous en parliez. C'est quoi la différence entre radicalité et violence? Vous pouvez avoir une forme de pensée très radicale sur le fond qui n'a absolument rien à voir avec la violence. Sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, les écrits de quelqu'un comme Gisèle Halimi sont extrêmement radicaux, c'est-à-dire qu'elle a une vue très claire de là où en était la situation, là où elle souhaitait aller, d'un certain nombre de progrès à accomplir qui passaient absolument pas par la violence. Ce qu'elle réclamait, c'était des rapports différents entre les femmes et les hommes dans la société, au sein des familles, un accès ouvert aux femmes à l'ensemble des métiers et à l'ensemble des postes de pouvoir, bien sûr une égalité salariale, un partage des charges domestiques et de la charge mentale. Donc ça peut paraître comme une évolution radicale si on regarde la situation où on était dans les années 70 par rapport à la situation idéale qu'elle visait, mais il n'y avait aucune forme de violence par rapport à ce qu'elle défendait. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup d'islam radical et je pense que les gens font un parallèle avec la violence qui s'exerce parfois par des actes terroristes du coup. Il faut faire attention à la manière dont on lit certains mots avec d'autres mots. Alice Coffin, dans Le génie lesbien, qui, bon, c'est la phrase qu'on cite tout le temps, mais sur je lis plus ou moins les œuvres des hommes, etc. Elle l'assume comme telle. Là, elle fait un choix radical qu'elle présente comme un choix personnel et qu'elle présente comme un choix personnel qu'elle ne souhaite bien évidemment imposer à personne. Elle a mis une position, oui, radicale dans le débat, et ça a fait polémique, extraire une phrase dans une pensée qui est quand même plus. Mais est-ce que c'est pas pareil pour Éric Zemmour alors? Ça dépend, vous mettez quoi en regard comme phrase Éric Zemmour? Bah non, bah, je sais pas, sur les prénoms. Je sais pas si Éric Zemmour dirait aujourd'hui, mais je veux pas trahir sa pensée. Je sais pas si Éric Zemmour dirait qu'il a de la considération à lire des ouvrages de femmes quand il dit que la place des femmes c'est uniquement dans le foyer et que la place des femmes c'est loin de tous les postes d'autorité, tous les postes de pouvoir. Donc j'imagine aussi loin de toutes les positions d'autorité intellectuelle, parce qu'il considère que la femme et l'autorité c'est incompatible. Il faudrait poser la question à Christine Kelly qui anime l'émission sur CNews. Voilà, il faudrait lui demander de poser la question. Agathe Cagé, on va aller vers la fin de cette interview. Je vais poser 2 questions qu'on pose toujours à nos invités. D'abord, une suggestion, peut-être pour quelqu'un qui serait assis à votre place dans une prochaine émission de L'œil pour œil. Je pense qu'il y a un ouvrage extrêmement intéressant qui vient d'être publié, c'est sur la liberté d'expression. Ça a été écrit par la philosophe Monique Cantos-Perver. Elle pose vraiment la question des limites de la liberté d'expression aujourd'hui, et notamment de notre usage des réseaux sociaux, du fait que ça permet en même temps à chacun de prendre la parole, mais en même temps il y a une forme de culture de l'insulte qui s'est développée, et elle nous interroge vraiment sur comment on considère notre liberté d'expression, celle des autres, et comment on peut progresser dans la qualité du débat. La dernière question, que signifie pour vous la phrase « trace tes contours », qui est le slogan de notre média? C'est une belle phrase, ça. Mais j'aurais plutôt tendance à dire il faut absolument pas se mettre de contours pour pouvoir s'ouvrir toutes les possibilités et toutes les opportunités. Donc il faut tracer les contours très 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 loin de nous. Merci Agathe Cagé. De rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-nous lundi prochain pour un prochain échange, et d'ici là, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au Crayon si ça vous a plu. Ciao!